Aujourd'hui, dans cette vidéo, Mike is back pour ma plus grande joie et sûrement la vôtre aussi parce qu'il me semble que vous avez beaucoup apprécié le premier épisode avec lui. C'était un podcast qui était extrêmement riche en informations. Celui-ci aussi, vous allez voir, on est allé un petit peu plus loin sur le sujet des hormones, sur le sujet des lunettes, sur le sujet du rythme circadien. Et j'en profite pour vous dire que si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre des produits dont on va parler dans cette vidéo, eh bien vous avez moins 15% sur tout le site de VivaRaise. Les liens des produits seront en barre de description, vous pourrez les retrouver si vous avez des questions sur les produits, besoin d'informations ou quoi que ce soit, vous pouvez aussi les poser en commentaire, j'y répondrai ou je les transmettrai à Mike. En tout cas, si vous êtes content de revoir Mike sur ma chaîne, pensez à mettre un petit like à cette vidéo ou nous mettre un mot dans les commentaires et je vous laisse avec le podcast. En tout cas, Mike, merci mille fois de revenir une deuxième fois sur ma chaîne parce que moi je me sens honorée, j'ai adoré la première fois. Je pense que beaucoup de gens ont adoré, même ceux qui n'ont pas dit en commentaire, mais j'ai eu beaucoup de super retours. Et en fait, c'était tellement dense que moi j'ai été obligée de réécouter. J'étais obligée de réécouter parce que, tu vois, et du coup en Mhm. réécoutant, il y a d'autres questions qui me sont venues. C'est pour ça que tu es là. Ouais, ça me fait plaisir d'être là. Et ouais, merci en tout cas. Et puis aussi, il y a des choses nouvelles dans les lunettes sur votre site et que moi, j'ai pas forcément compris tout le fonctionnement et des choses là-dessus qui, je pensais, pourraient être intéressantes. Donc, avant, j'entendais pas parler de fréquence de lumière, donc ça reste quand même assez nouveau pour moi. Si maintenant, il y a des mots qui sont devenus courants, tu vois, rouge, lever de soleil, UVA, UVB, mais je suis pas encore sûre de savoir exactement qui fait quoi. Et par exemple, j'ai compris que les UVA, on en avait longtemps pendant la journée, parce que j'ai utilisé Mhm. Circadian Rhythm, là, l'appli. Mais je me pose la question, est-ce que c'est toutes les mêmes dans la journée? Est-ce qu'il y a un intérêt, enfin, est-ce qu'il y a un intérêt un particulier à sortir à un moment plus qu'à un autre? Spécifiquement au UVA ou peu importe. Aux UVA, même aux UVB en fait. Enfin, mais OK. est-ce que en fait il y a un intérêt à certains moments plus que d'autres? Est-ce qu'il y a un ordre? Est-ce que si on n'a que de 15h à 16h dans la journée pour sortir, est-ce que c'est la même chose, tu vois? OK. Le spectre solaire, on peut le mesurer en termes de fréquence, puis on peut aussi le mesurer en termes de température de couleur. Donc, quand on se lève le matin au lever du soleil, ça va être une température environ de 1800 à 2200 degrés Kelvin. Fait que, c'est une couleur plus chaude. Puis, à l'heure du midi, dépendamment où vous êtes où, ça va être entre 5700 puis 6500 Kelvin. Ok. Puis chaque variation de température envoie un signal au corps qui va produire certains résultats. Fait que le plus important, c'est d'avoir le plus de strates possible durant la journée pour que à chaque, disons, heure ou 2 heures, votre corps puisse se réajuster avec la lumière naturelle dans l'environnement. Hmm. Dans le cas des rayons UVA, ils sont présents, dépendamment vous êtes où sur la planète, là, entre 8 à 10 heures le matin jusqu'à 4 à 5 heures le soir à peu près. Hmm. Hmm. Puis, chaque apparition d'une nouvelle fréquence lumineuse va construire sur la précédente. Ok. Donc, le matin, il va avoir les infrarouges plus les couleurs visibles du soleil. C'est pour ça que le ciel apparaît bleu. Mais avant que les rayons UVA apparaissent, quand il y a juste les rayons infrarouges, ça permet à votre corps de préparer sa peau à l'apparition des rayons UVA qui vont arriver plus tard. Hmm. Donc, idéalement, il faut sortir avant l'apparition des UVA pour avoir cette protection-là. Plus vous êtes capable d'exposer de peau, il y a un effet local, fait que plus vous êtes capable d'exposer de peau, mieux c'est. Si vous sortez avec juste uniquement le visage de découvert, ben, vous n'aurez pas la protection au niveau du torse si vous sortez plus tard en maillot de bain, par exemple. Ouais. Hmm. Fait que c'est important de sortir avec le plus de peau exposée. Ok. Une fois que les UVA sont sortis, ben, les UVA vont préparer la peau à nouveau à l'apparition des UVB plus tard. Fait que Hmm. c'est pas nécessaire de sortir au moment pile où les UVA vont apparaître, mais idéalement, on sort une fois qu'il y a des UVA avant l'apparition des UVB. Fait que infrarouge prépare au UVA, UVA prépare au Ouais. UVB. Ok. Il y a une Si logique. vous êtes capable de sortir au moment même de la transition, c'est encore mieux parce que les changements transitionnels ont plus d'impact. Mais si vous êtes capable de sortir uniquement dans certaines plages horaires, c'est pas la fin du monde. Plus vous êtes capable de sortir souvent, mieux c'est. Et pour que, par exemple, des UVA puissent se préparer aux UVB, faudrait combien de temps? Ça prend combien de temps?
Ça dépend de la période de l'année, de votre type de peau, puis de ça fait combien de temps que vous avez commencé à vous adapter au soleil. Hmm. Fait que plus c'est, plus vous êtes au début de votre période, plus ça va vous prendre d'infrarouge pour vous préparer au UVA, puis Ouais, ainsi de suite. ouais. Puis si vous êtes rendu dans le pic de l'été, puis ça fait 3 mois que vous vous exposez toute la journée, ben, 5 minutes, ça va être suffisant. Mais au début, les premières phases, surtout la phase infrarouge, ça va être important de le faire plus longtemps. Hmm. C'est vrai, maintenant que tu me dis, quand j'ai commencé, j'avais l'impression que vraiment pour sentir, tu sais, les effets d'avoir été au lever de soleil, enfin, tu sais, d'avoir cette espèce de rush de motivation et tout, il me fallait vraiment 45 minutes. Alors que maintenant, j'ai l'impression que même les jours où j'ai que 15 minutes à la fin, de la fin de la période de lever de soleil, ça va. Je sens que j'ai cette espèce de truc ah oui, oui, ça y est, c'est le matin. Voilà, exact. Ton corps, il s'habitue puis il devient plus efficace à gérer la lumière. Ok. Et du coup, donc si je me rappelle de ce qu'on s'est dit la dernière fois, les UVA, ça avait cet intérêt pour fabriquer les hormones thyroïdiennes, enfin les fameuses hormones qui étaient aromatiques. Ça m'a beaucoup plu ce mot, hein, donc je le ressors. Ça a l'intérêt de préparer la peau du coup aux UVB. Est-ce que ça en a d'autres? Enfin, c'est déjà pas mal, hein, mais... Oui, dans le fond, les UVA vont venir au niveau de la peau augmenter notre production d'oxyde nitrique, qui est un vasodilatateur vraiment important. Donc, ça permet d'avoir une meilleure circulation sanguine, ça améliore la santé cardiovasculaire. Les gens qui ont souvent les mains et les pieds froids, souvent c'est un problème de circulation dans les extrémités, ça va aider pour ça aussi. Puis Mhm. comme le cerveau qui est plus haut que le cœur avec la gravité a besoin de plus d'efforts pour avoir un apport sanguin efficace, ben plus on a de vasodilatation, mieux notre circulation sanguine cérébrale va être. Fait que pour tout ce qui est fonction cognitive, c'est vraiment génial. Ensuite de ça, les rayons puis pour l'oxyde nitrique, c'est pas juste un vasodilatateur, c'est aussi une molécule qui est importante pour le système immunitaire. Donc, Mhm. pour combattre des pathogènes comme des virus, notre système va en produire lui-même pour les éliminer. Donc, si on est capable d'en avoir encore plus, ben, le système immunitaire s'améliore. Euh, Ensuite de ça, les UVA, une fois qu'ils vont toucher la rétine, vont stimuler la production d'une molécule qu'on appelle POMC, POMC. C'est un gros composé moléculaire qui va lui-même se diviser en trois choses. L'alpha-MSH, qui est une molécule vraiment importante pour la libido, le métabolisme, la gestion du poids, c'est anti-inflammatoire, ça va venir stimuler la production de mélanine, donc le bronzage de la peau, la protection de la peau. Ça va aussi aider à gérer l'inflammation. Fait que alpha-MSH, c'est le premier. Numéro 2, ça va se transformer en bêta-endorphine, qui est un type d'endorphine endogène, donc qu'on produit nous-mêmes, qui permet de aider à gérer la douleur puis à se sentir bien. Fait que alpha-MSH, bêta-endorphine. Puis le dernier, c'est la CTH, qui est une molécule de la cascade hormonale qui va mener à la sécrétion de cortisol. Donc, le cortisol, souvent, ça a une mauvaise presse parce que les gens le voient comme l'hormone du Oui, stress. oui. Mais c'est aussi l'hormone qui permet d'être réveillé le matin, de se mettre en mouvement. Puis c'est aussi une hormone qui est anti-inflammatoire. Fait que les deux, alpha-MSH puis le cortisol, vont aider à se protéger du surplus d'UV qu'on pourra avoir durant la journée. Uh-huh. Fait que ça, c'est vraiment les UVA qui viennent faire ça. Puis les UV en général, pas juste UVA, vont venir aider pour le système immunitaire, donc vont augmenter la force de notre système immunitaire inné, donc celui qu'on a de façon naturelle en naissant, puis vont diminuer, pas de façon négative, mais vont diminuer notre système immunitaire adaptatif. Donc tout ce qui est production d'anticorps, les gens qui ont des maladies auto-immunes, par exemple, ben, ils ont des anticorps contre leur propre corps. Oui. Ben, les rayons UV vont permettre de diminuer ces anticorps-là, donc de diminuer leurs Ah. symptômes de maladies auto-immunes. Ah. Quelqu'un qui, dans le dernier virus qu'on a eu dans les 2 dernières années, là, une des étapes finales de cette maladie-là, c'était la tempête de cytokine, où le Ouais. système immunitaire partait en vrille puis il n'était plus capable de s'arrêter. Ben, les rayons UV aident à calmer cette hyperactivité du système immunitaire, là. Hmm. Et les rayons UV vont aussi gérer l'apoptose, qui est la mort cellulaire programmée. Donc, quand une cellule est trop vieille ou est plus capable de se multiplier d'une façon saine, a développé trop de mutations, ben, l'apoptose va faire en sorte qu'on va l'éliminer au lieu qu'elle reste là, qu'elle se multiplie puis que ça devienne un cancer. Hmm. Donc, les rayons UV aident à gérer les différents cancers dans notre corps. Mais c'est...
du coup, parce qu'on est d'accord, c'est disponible toute la journée, c'est gratuit, etc. Euh, Mhm. mais est-ce qu'il y a un intérêt, enfin, parce que je crois avoir entendu que, par exemple, excuse-moi parce que c'est une digression, mais je crois avoir entendu que tu sais, comment ça s'appelle, les tanning beds, enfin, les lits Les à lits de bronzage, bronzage. ouais, c'est des UVA. Mais pourtant, quand les gens font ça, enfin, ça a mauvaise presse, ça a plutôt tendance à, enfin, peut-être que c'est faux, mais enfin, est-ce que quand les gens font ça, ils ont les bénéfices qu'ils auraient dans la nature ou est-ce que, en fait, pas du tout parce que c'est un format qui est pas adapté? Ils n'ont pas les bénéfices nécessairement parce que dans la nature, les UV sont balancés par l'infrarouge puis le rouge. Ouais, ah oui, c'est vrai, là, il y aura que des UV. Puis Ouais. c'est là la grosse différence dans les études qui démontrent que les UV sont dangereuses. Ils utilisent uniquement des rayons UV. Et comme à peu près n'importe quoi dans l'univers, si je t'en donne trop, ça va être nocif pour toi. Avec de l'eau, je peux te sauver d'une déshydratation ou je peux te noyer. C'est la même chose avec des rayons UV. Si je te donne uniquement des rayons UV en trop grande quantité, effectivement, ça va être nocif pour le corps. Mais dans la bonne dose, balancé par le reste du spectre solaire, ça a des bénéfices, c'est certain. Non, mais en fait, ma question était totalement idiote, mais c'est parce que ça m'est passé par la tête ça m'est passé par la tête que des fois, il y a des gens, tu vois, qui bah, ils préparent pas, par exemple, leur peau en faisant le lever de soleil, ils partent au travail, ils se mettent devant leur écran pour faire leur truc, et parfois à midi, à la pause déjeuner, ils vont faire une séance d'UV. Mais en fait, bah, du coup, vu que ces UV, elles arrivent en grosse quantité et sans que l'œil il ait vu le lever de soleil, et ben, ça doit être, enfin, ça peut plus faire les effets que ça aurait fait dans un autre contexte, quoi. Enfin, mais ouf. Non, effectivement. Il y a certaines cliniques de photothérapie qui utilisent des petites doses de UVB pour traiter certaines maladies de peau, comme le psoriasis, par exemple. Ouais. Mais là, on parle vraiment de contexte médical dans des doses vraiment précises, puis Mm. c'est vraiment très limité. Là, on parle pas de séance de bronzage de 15-20 minutes avec un lit de bronzage commercial, si on veut. Avec des machines il y a des puissances écrites dessus, toi t'arrives. Moi, Non, c'est ça, c'est où pas j'en ai adapté. fait, la seule fois où j'en ai fait, j'ai eu de l'allergie au soleil sur les mains et sur les pieds. Voilà, je suis ressortie, ça m'a gratté pendant une semaine. J'étais ravie. C'est pas Et, l'idéal. et du coup, bah, j'ai un peu les mêmes questions sur les UVB, c'est-à-dire que UVB, dans mon cas, quand on connaît pas grand-chose, ça veut dire synthèse de vitamine D. Et c'est déjà énorme, hein. Enfin, je veux dire, quand on sait tout ce que peut faire la vitamine D, mais est-ce qu'il y a d'autres intérêts pour notre corps à prendre des UVB? Oui, mais comme tu viens juste de mentionner, si c'était uniquement pour la vitamine D, et étant donné tout ce que ça fait la vitamine D dans le corps humain, ça serait vraiment déjà génial. En passant, la vitamine D que votre corps fait n'a rien à voir avec la vitamine D que vous prenez dans un supplément. Puis votre corps ne fait pas juste un type de vitamine D, il en fait des dizaines de types Ouais. différents. En plus de la vitamine D, ça va aider à la production d'hormones sexuelles, donc testostérone, progestérone, estrogène. Puis, ben, si on suit la cascade des hormones, ça va aider pour la masse musculaire, la composition corporelle, la perte de poids, les fonctions sexuelles, l'endurance, la force musculaire. Dans le cas d'estrogène, progestérone, la beauté de la peau, des cheveux, la lubrification des différents tissus du corps humain. Fait que, tu sais, hormones sexuelles égale vraiment beaucoup de bienfaits. Ensuite de ça, ça va améliorer la qualité du sommeil, la qualité de la peau, parce que les UVB augmentent justement l'aspect bronzé de la peau. Puis c'est pas juste au niveau esthétique, ça va aussi rendre les membranes plus étanches. Donc, vous allez être moins à risque de développer des infections au niveau de la peau parce qu'elle va être plus résistante. Puis les UVB, il y a certaines études aussi qui ont démontré que si on met la synthèse de vitamine D à part, aide à réduire les symptômes de maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques, par exemple. Ah, mais ça, c'est fou. Ça, c'est incroyable. Et du coup, par rapport à ça, enfin, si on considère tout ce que tu viens de nous dire sur les UVA et sur les UVB et sur les implications sur la vitamine D, euh, et une personne qui soit porte des lunettes, soit porte des lentilles, soit est opérée des yeux, est-ce qu'il va récupérer la même chose, rien du tout, une partie, ou enfin, qu'est-ce que ça change pour elle? La plupart des verres de contact et verres de lunettes
bloque environ 80 à 100% des rayons UV. La plupart, c'est Quoi? proche du 100%. Puis ça va aussi bloquer souvent 50% de la lumière bleue. Fait que comme la lumière bleue, à certains moments, dehors, a des impacts positifs, ça vient jouer là-dessus aussi. Quelqu'un qui a des lunettes, ben, à la limite, il peut juste comme descendre ses lunettes sur le bout de son nez pour que ça passe, le soleil Ah, passe au-dessus de la lentille. Fait que ouais. déjà là, il peut en récupérer un petit peu. Sinon, quelqu'un avec des verres de contact, comme c'est collé sur le globe oculaire, il n'y a pas grand-chose à faire. Pour les gens qui ont été opérés pour les cataractes, il y a certaines études en ophtalmologie qui démontrent que la plupart des conditions de santé autres que oculaires, une fois que la lentille est mise, donc la lentille qui bloque complètement les UV, ben, les conditions de santé se détériorent plus rapidement que les gens qui n'ont pas eu d'opération. Et même pour les opérations de myopie? Non, là, je parle vraiment pour les cataractes, ceux qui ont eu une lentille au lieu du cristallin. Ok, Pour la myopie, ça vient pas. Si c'est juste au laser là, pour améliorer la vue, le focus, ça, c'est pas problématique en soi pour les ok, UV. ok. Donc ce qui est Mais, problématique, c'est les lentilles de contact et les lunettes et cette opération de la cataracte. ouais, puis maintenant, je sais que je crois que c'est en Allemagne, il y a une compagnie qui travaille à développer une lentille pour remplacer les cataractes, ben, pour corriger plutôt la cataracte, où ça va laisser passer les rayons UV et toute la lumière bleue pour euh, représenter un peu plus ce que l'œil humain naturel fait. Ok, ok. Fait que pour ceux qui ont des verres de contact, idéalement, sortez avec vos lunettes de temps en temps durant la journée. C'est sûr que là, je peux comprendre que quelqu'un qui a des verres de contact, changer 50 fois dans la journée, verres de contact, lunettes, c'est pas intéressant. Mais au moins, en vous levant le matin, d'aller dehors avec vos lunettes, de laisser un espace en haut pour vraiment voir le soleil. Puis si vous pouvez faire la même chose au moins le soir avant le coucher du soleil, ça va déjà vous donner quelques bénéfices. Sinon, Après, si vous... Oui, vas-y. non, non, mais je me dis, je trouve ça dommage parce que déjà, c'est pas. En fait, moi, je le vois en essayant d'aider les gens là-dessus, c'est pas si facile de se ménager le temps de sortir à ces moments-là. Enfin, se dire, ok, je sors au lever de soleil et puis je ressors par les UVA et je ressors. En fait, ça demande quand même de l'organisation pour les gens. Donc, s'ils font tout ça et qu'ils sortent et que on n'a qu'une partie des bénéfices, c'est quand même dommage, quoi. En effet, idéalement, c'est de maximiser les moments où vous allez être capable de sortir dehors. Si vous êtes pris à l'intérieur, au moins d'ouvrir une fenêtre si vous pouvez. Je sais que souvent, les édifices à bureau, on ne peut pas. Mais si vous Ouais. travaillez de la maison, ouvrez vos fenêtres, au moins tout le spectre solaire va rentrer dans votre environnement. Même si c'est juste une craque de fenêtre, ça fait le travail. Puis si vous sortez dehors puis vous devez absolument porter des lunettes parce que vous êtes complètement myope, à ce moment-là, il y a des lunettes que nous, on a commencé à Oui, produire où j'allais te la demander. lentille laisse passer au moins 60% des rayons UV. Fait que même si votre lunette est collée sur votre œil, vous avez une bonne partie des bénéfices quand même. Donc, c'est des lunettes qu'on peut. Parce que, en fait, les gens qui sont dans cette situation, souvent, c'est des gens qui ont besoin d'une très grosse correction. Sinon, ils Mhm. pourraient faire comme moi et sortir sans leurs lunettes et puis foutre des vents aux gens qui connaissent, quoi. Mais, Mhm. euh, mais ceux qui gardent vraiment leurs lunettes, c'est ceux qui sont pas du tout à l'aise de les enlever. Donc, vous faites la correction et le verre qui laisse prendre les UV. Oui, exactement. Donc, depuis l'automne à peu près, on a commencé à offrir aux gens justement cette solution-là. Fait que sur la montée, sur la monture, pardon, de base, comme ce que j'ai en ce moment, au lieu d'avoir, moi en ce moment, j'ai le clip de jour, donc une petite lentille jaune. Au lieu de celui-là, sur la monture de base, vous pouvez avoir une lentille qui est complètement transparente, dans lequel il va avoir votre phase de lunettes, puis où le verre va laisser passer au moins 60% des rayons UV. Fait que quand vous allez dehors, votre œil a accès à tout le spectre solaire naturel malgré la lentille. Puis ensuite de ça, ben, quand vous êtes à l'intérieur, vous pouvez rajouter le clip jaune pour durant la journée ou comme vous avez déjà votre force dans la monture de base, ben, ça fonctionne. Le soir, vous pouvez changer le jaune pour l'orange, puis avant de vous coucher, l'orange, on le change pour le rouge. Oui, je fais une petite pause parce que c'est une question qui a été posée. Si vous avez le clip-on 3 en un ou 4 en un, ou parce que je crois qu'il y en a un nouveau, faut pas additionner les lentilles à chaque fois. Vous mettez une, enfin, c'est-à-dire qu'il y a la jaune, et ensuite vous changez la jaune pour la orange, ensuite vous changez la orange pour la rouge, mais vous portez pas les quatre en même temps. C'est très très lourd à la fin. Exact. Donc, chaque lentille va rajouter à la protection de la lentille d'avant. Donc, dans l'orange, vous avez la protection du jaune et de l'extra, puis dans la rouge, vous avez la protection du jaune et du orange et de l'extra. C'est pareil dans ces modèles-là, qui sont indépendants les uns des autres. C'est le orange inclut le jaune.
Oui, exact. D'accord, parce que c'est pareil, c'est une autre question qu'il y avait. Donc, vous n'avez pas besoin de porter deux lunettes une par-dessus l'autre. Et alors, je suis super désolée parce que je j'ai pas eu le temps de faire le tour de tout et c'est vrai que moi j'ai pas vraiment besoin d'une correction quand je sors, mais vous avez d'autres nouveautés? J'ai pas regardé tout ce que vous aviez. Il y a des trucs nouveaux chez vous? Oui, ben, on a lancé justement les lentilles pour les rayons UV, celles qui laissent passer les rayons Ok. UV. Celle-ci Fait s'appelle qu'au comment? lieu, Juste pour que les gens. Je remettrai peut-être une image post-prod, mais juste pour être sûr. c'est UV Transmitter Lenses. Ok, oui, oui, oui. Fait que ça, c'est ça, en fait, le 4 en un. Le quatrième, c'est la monture de base avec la lentille pour les rayons UV. Dans le 4 en un, c'est ça, ok. Ouais. Après Elles ça, dans existent. les... Oui. Et elles existent aussi toutes seules, comme celle-là. Euh, je, je crois que oui. Je crois que oui. Il me semble Fait ça. que quelqu'un qui aurait déjà, mettons, un clip 3 en un comme ça, avec deux clips, pourrait juste comme changer sa monture de base puis garder ses mêmes clips. Ok, ça c'est bien. Mm. Ouais. Ensuite de ça, on a trois nouveaux modèles de lunettes différents. Donc, Abondance, Allegria, puis Aviateur. Donc, toi, tu as Dusk, moi, j'ai le Clip and Go Day-Go, ce qui s'appelle. Puis, on Ouais. a trois nouveaux modèles. On a aussi maintenant un modèle pour enfants. Donc, un modèle un petit peu plus petit, puis vraiment fait plus pour les enfants, mettons, ben, peut-être pas zéro, mais de 3 4 ans jusqu'à 12 ans. Mm. Puis, on a aussi des écouteurs qui sont sans champ électromagnétique. Oh, mais c'est trop bien! Ah, mais ça, j'en veux! Ouais, j'ai moi-même mesuré leur efficacité. Puis sur mon appareil qui mesure les champs électromagnétiques, il y a quatre couleurs en haut avec vraiment comme la valeur exacte de c'est quoi que je mesure. Puis j'ai comparé les nôtres, ceux qu'on vient de produire, avec tu sais, je dirais pas la marque, là, mais les petits blancs vraiment populaires sans fil, là. Puis les petits blancs populaires sans fil allaient plus haut que la limite de mon appareil. Putain! Donc, je Oh, n'étais même pas capable de mesurer à quel point c'était intense parce que ça dépassait mon appareil. Puis à l'inverse, ceux que nous, on produisait, ils étaient tellement bas qu'il n'y avait aucune lumière qui s'allumait ou il y en a une, la première qui est verte, qui veut dire comme c'est sécuritaire, flashait pour dire comme c'est parfait comme il intensité, là. les il me les Fait que faut. ça, on est vraiment content. Oh, c'est trop une bonne nouvelle! Parce que moi, je me Tu balade sais, avec mon casque tout le temps, mais j'ai chaud en été. Donc, je comprends les gens qui aiment comme les petits blancs sans fil parce que c'est pratique, tu n'as pas de fil à gérer, la qualité du son est bonne. Mais c'est tellement nocif, là. Tu sais, le principe numéro un avec les champs électromagnétiques, c'est plus c'est proche du corps, plus c'est nocif. Mais là, c'est vraiment collé sur le cerveau, là. c'est à l'intérieur! On s'approche Exact. de ton cerveau! Oui, puis, tu sais, ça fait pas juste communiquer avec le cellulaire, ça communique les deux entre elles. Donc, le signal passe vraiment bord en bord de votre cerveau. C'est comme si vous aviez la tête d'un micro-ondes. Est-ce que tu peux, parce que ça dépasse peut-être du champ de cet appel, mais je pense que c'est quand même intéressant parce que dans le fond, un champ électromagnétique, c'est comme une lumière qu'on voit pas. Donc ça nous fait quelque chose. Est-ce que rapidement, tu pourrais dire ce que ça nous fait d'être exposé à ça? Oui, dans le fond, un champ électromagnétique, comme tu as dit, c'est invisible, c'est inodore, c'est inaudible. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, ont l'impression que c'est wouhou de parler des champs électromagnétiques, mais c'est vraiment très bien documenté à quel point c'est nocif pour le corps humain. Puis si vous regardez l'industrie que ça touche le plus, c'est l'industrie des télécommunications, qui a quand même un poids énorme dans les différentes lois et régulations de nos pays. Mais si vous regardez les études sur les champs électromagnétiques, il y en a 50% qui vont vous dire que c'est nocif, puis il y en a 50% qui vont vous dire que ça fait rien. Ben, du 50% qui dit que ça fait rien, si vous cherchez, ça a tout été payé d'une façon ou d'une autre par une compagnie de télécommunications. Mais dans tout ce qui est recherche indépendante, c'est très clair que c'est vraiment nocif. C'est dur de dire exactement ce que ça va faire chez quelqu'un parce que c'est pas le même type d'onde qui est émis à chaque endroit. Ce que je veux dire par là, c'est, exemple, le 5G qui commence à apparaître un peu partout. Mais 5G, c'est pour cinquième génération, mais la bande passante varie vraiment énormément. Fait que la fréquence de 5G que moi, je vais avoir au Québec ne sera pas la même fréquence de 5G que toi, tu vas avoir en France. Puis l'impact ne sera pas le même. Fait que, exemple, pour prendre des chiffrons, 100 GHz dans une population va faire plus de maladies auto-immunes, puis 200 GHz va faire plus de cancer. Fait que, dépendamment de à quoi tu es exposé, l'effet va changer.
Puis c'est pas tout le monde qui a la même sensibilité. Hmm. Donc, dépendamment de nos faiblesses personnelles, c'est ça que ça va refaire sortir. Fait un signal, un champ électromagnétique pour votre corps, c'est un signal de danger au niveau cellulaire. Fait que si vous avez tendance à être plus inflammé au niveau d'un tissu spécifique déjà de base, ben, ça risque d'augmenter ces symptômes-là en premier. Quelqu'un qui a des migraines va probablement avoir plus de migraines dans un environnement qui est riche en champs électromagnétiques, mais il y a personne qui est invincible face à ça. Oui, puis en fait, ça va affecter les mitochondries qui déjà dysfonctionnent un peu. Enfin, en tout cas, c'est là qu'on va le sentir en premier. Enfin, moi, j'ai déjà travaillé avec des personnes qui étaient électrosensibles et bon, bah, elles, c'est tout et tout le temps. Donc, Mhm. elles sont en alerte, mais nous, en fait, on n'est pas forcément faible de partout et donc on va pas le sentir de partout, même si tout peut être affecté, mais le signal, il va pas venir, enfin, l'alerte, elle va pas venir au même endroit pour tout le monde, quoi. Non, exact. Puis, tu sais, souvent, ça va être quelque chose d'assez furtif, là. Ça peut diminuer votre sommeil, votre qualité de sommeil pendant des années avant de vraiment sortir comme un problème précis. Mm. Fait que c'est dur de juger est-ce que j'ai des impacts ou pas. C'est sûr que vous avez des impacts. À quel niveau, ça varie pour chaque personne. Plus vous êtes en santé de base, mieux vous allez les tolérer. Mais du moment que vous êtes capable de prendre une action pour limiter les champs dans votre environnement, c'est vraiment l'idéal. Puis tu sais, pour ceux qui n'y croient pas du tout, les gens qui sont électrosensibles, il y en a qui sont capables de détecter quand est-ce que le Wi-Fi est à on ou Oui, à off dans des études oui. à double aveugle. Puis moi, j'ai déjà eu une patiente de 12 ans qui était autiste, puis la petite fille était capable de dire quand le Wi-Fi dans la maison était à on parce qu'elle disait à ses parents, c'est comme si les murs me crient après. Fait que c'est pas au roux, c'est documenté scientifiquement, puis il y a de plus en plus de gens qui le remarquent, justement. Bah, en fait, je pense que tu remarques pas parce que tu t'habitues, parce que c'est ta normalité. Mais le jour où tu arrêtes, enfin moi, à partir du moment où j'ai coupé ma box la nuit, maintenant, quand elle est oubliée, je le sens. Enfin, je le sens pas. Je peux pas dire elle est allumée. Par contre, je me réveille et je suis là genre, ah, c'est quoi cette nuit? Et je vois que j'avais laissé. Bah, c'est juste que enfin, je pense qu'on s'habitue à tout. En fait, notre espèce, elle s'habitue à plein de trucs. Et donc, si tu es habitué d'avoir ce stress-là en plus de tous les autres, ben, tu le sens plus, quoi. Ouais, c'est comme l'analogie de la grenouille que tu mets dans de l'eau que tu fais bouillir versus l'analogie de la grenouille que tu prends puis que tu la mets dans l'eau bouillante. Si tu la mets dans de l'eau température pièce puis que tu la fais bouillir, la grenouille va rester là puis elle va mourir. Si tu la prends puis tu la déposes dans l'eau bouillante qui bouille déjà, elle va sauter tout de suite puis elle va sauver. Fait que c'est un Ah, peu ce que t'expliques, c'est quand tu es habitué à être dans un environnement qui est pas nécessairement optimal, à la longue, tu tolères et tu penses que c'est normal les symptômes que tu as. Une fois que tu es récupéré, si on te remet dans cet environnement-là, là, tu remarques c'est quoi le chiffre puis c'est quoi les changements négatifs que ça amène. putain, mais je vais trop aller acheter vos écouteurs. Mais en plus, je voulais m'acheter une paire de rouges parce que je trouve. Si on avait fait cette interview cet été, je t'aurais dit, moi, les rouges, les lentilles, j'en ai pas vraiment besoin. J'ai l'impression que l'été, en fait, j'arrive beaucoup plus à gérer ma transition jour-nuit. Mhm. Mais là, l'hiver, vu le temps de nuit, et ben, si j'ai pas les rouges, en fait, enfin, j'ai l'impression que les oranges, en fait, me suffisent plus le soir pour assez structurer la descente de lumière. Enfin, je le formule pas très bien, mais Ouais, je euh, comprends. tu vois, et j'ai l'impression que c'est plus difficile l'hiver de s'organiser sa nuit et tout. Et je me suis dit, ok, je vais avoir besoin de rouge, quoi. Ah, mais t'as moins de soleil l'hiver, fait que l'impact dans la noirceur est plus grand. Ouais, et puis en plus, je trouve que c'est dommage de rater sa nuit en hiver parce que l'été, t'as chaud, il y a des moustiques, tu fais un peu des nuits pourries. Mais l'hiver, c'est quand même, t'as une vraie opportunité de faire une nuit qui t'apporte quelque chose, qui te répare et tout. Donc la rater juste parce que t'as allumé des spots, c'est dommage, quoi. Et Ouais. d'ailleurs, je voulais vous demander une autre chose. Est-ce que vous prévoyez, dans un futur proche ou lointain, de faire des ampoules ou pas? Je sais pas si j'ai le droit de répondre à cette Ah, question-là. d'accord. Euh, on travaille sur plusieurs beaux projets pour 2023, puis le volet éclairage en fait partie. Ah, très bien. Et du coup, bon, alors, je vais rester sérieuse. Je reviens sur ma question. La vitamine D, on est d'accord qu'il faut des UVB, mais que c'est sur la peau que ça se passe. Donc, Mhm. est-ce que ça change quelque chose que ton œil ait vu ou non l'UVB?
pour que ça se passe au niveau de la synthèse sur la peau? Oui, ça change quelque chose parce que ton œil est capable de détecter les rayons UV. Puis les rayons UV vont activer toute la séquence de production de mélanine, de préparation de la peau, etc. Donc, plus ton, si ton œil voit le soleil en même temps que ta peau, ben, ta peau va être plus préparée aux rayons UV, puis deux, va être capable de optimiser son stockage, donc va être capable de plus utiliser les rayons UV. Et en plus, comme ta peau va être préparée, toi-même, tu vas être capable de rester au soleil plus longtemps parce que tu Ouais. brûleras pas. Donc, la combinaison de ces trois éléments-là font en sorte que c'est important que l'œil voit les rayons UV. C'est peut-être plus cohérent aussi, enfin, au niveau de... Enfin, notre corps, il a besoin de cohérence, quoi. Donc, si l'information que donne ton œil, elle est la même que celle que donne ta peau, c'est certainement plus efficace, quoi. Oui, puis tu sais, pour utiliser une analogie de Jack Kruse, qui est des mentors dans ce champ-là, là, imaginez votre corps comme un arbre. Ben, si les feuilles, c'est comme votre œil, un arbre, vous aurez beau y donner toute l'eau et les minéraux du monde. Si vous mettez une bâche au-dessus de ses feuilles, ça ne prendra pas très très longtemps, puis l'arbre va mourir. Ben, c'est la même chose avec votre œil. Si vous mettez une lunette de soleil, ça va avoir des impacts négatifs, c'est certain. Mais il est trop fort en métaphore, Jack Kruse, parce que moi, j'ai bien retenu celle des push-ups qu'on demande à son coach de faire pour la vitamine D Ouais, exact. en complément. Parce que, Ça va les comprendre. parce que ça, c'est vraiment... Enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est... Même si on a parlé la dernière fois, que c'est dur aux gens de comprendre ça parce que leur médecin, il leur dit, OK, vous allez être carencé en vitamine D, tenez, prenez 400 000 UI d'un coup avec cette dose, vous reprenez la même le mois prochain, et du coup, ils se disent, bah OK, c'est géré. Et moi, j'avais plutôt entendu que la vitamine D, c'était... Alors, toi, tu avais expliqué que en plus, c'était pas du tout la même chose. Mais j'avais plutôt entendu que la vitamine D, c'était une sorte de reflet de tout ce qui se passe et ne se passe pas dans ton métabolisme et ton cycle circadien, ton exposition. Et que, en fait, c'est un peu le constat de la fin. C'est-à-dire, à la fin, tu constates que tu n'as pas de vitamine D. Mais en fait, il y a 3000 étapes métaboliques qui n'ont pas été faites non plus. Mhm. Exact. Les gens comprennent à quel point cette histoire de la synthétiser soi-même, c'est important. J'aimerais bien si tu as des exemples à donner, qu'on parle de qu'est-ce que ça fait vraiment pour nous, la vitamine D. Parce qu'on entend, ok, c'est bien pour l'immunité, d'accord, mais enfin, est-ce qu'il y a d'autres choses, tu vois? Est-ce que ça joue sur le métabolisme? Dans le fond, toutes vos cellules dans votre corps ont des récepteurs pour trois choses. Les hormones thyroïdiennes, les oméga 3, la vitamine D. Ah ouais. Fait que, pensez à une fonction du corps, la vitamine D vient jouer dessus. Fait que ce soit les fonctions cognitives, que ce soit le système immunitaire, que ce soit les fonctions sexuelles, que ce soit le développement d'une masse musculaire, que ce soit le développement osseux, le fonctionnement de tous vos organes, la vitamine D vient jouer sur tout. Puis, comme tu viens juste de le mentionner, c'est la vitamine D qu'on mesure dans votre prise de sang, c'est vraiment la fin d'un processus qui est quand même long et complexe. Puis la vitamine D, comme j'ai dit tantôt, vous en produisez des dizaines de types différents. Ça, je Fait sais. que Ouais. de mesurer au niveau d'une prise de sang une seule forme, qui en plus est la forme inactive, Mm. n'est pas représentatif de grand-chose. Mm. Donc, l'idéal, c'est... Puis l'autre chose, c'est que la vitamine D, on l'appelle une vitamine, mais en fait, c'est une hormone. Oui. Parce que votre corps la produit, c'est pas quelque chose que vous avez besoin de prendre de façon exogène. Une hormone, quand vous en donnez à votre corps, ça crée un feedback négatif où votre propre production est diminuée. Comme vous ne produisez pas juste un type, mais bien plusieurs types de vitamine D, si je vous donne la vitamine D toute faite, ben je viens avoir un impact négatif sur la production de tous les autres types de vitamine D parce que votre corps il se dit ah, j'en ai déjà, j'ai pas besoin d'en faire. Exact. Donc, l'idéal, c'est vraiment de, même pour quelqu'un comme toi ou moi qui vit dans un environnement où l'hiver, on ne peut pas en faire, c'est de vraiment maximiser la quantité qu'on est capable de produire durant l'été. Mm. Vraiment plus que de dire, bon, ben là, je vais en prendre parce que j'ai pas pu en faire, ou même pire, j'ai pas besoin d'aller dehors, j'en ai pris de la vitamine D. Tout va bien. Mais moi, ce que je trouve difficile, c'est que justement, si on peut pas vraiment faire confiance aux chiffres qu'on voit dans l'analyse, ben c'est difficile de savoir si on a eu
assez. Enfin, moi, je sais que cet été, j'ai tout donné. J'ai eu des vacances infinies, j'ai eu vraiment de la chance. J'ai passé tout mon temps dehors en faisant tous mes trucs de rythme circadien. Et je sais que cette année, je récolte les fruits de ça parce que je le sens, tu vois. Mais je me dis, oh d'accord, mais les autres années, quand je vais avoir une vie normale avec des vacances réduites, comment je vais savoir que j'ai bien fait ou que j'ai eu assez? Ben, quelqu'un qui prend pas de vitamine D en supplément du tout, une prise de sang peut quand même lui donner une information Ouais. adéquate parce que ça va lui permettre de voir qu'est-ce que lui-même a produit. Fait que, par contre, si vous prenez de la vitamine D en supplément, là, ça devient comme Ah oui, annulé parce que c'est sûr que votre prise de sang est belle, vous en prenez de façon exogène. Mais si vous en prenez pas, ça vous donne quand même une information importante. Puis, tu viens de mentionner que tu te sentais bien. Je te dirais qu'en dépit des prises de sang, c'est bon. probablement le meilleur marqueur que tu peux utiliser. Mm. Comment tu te sens dans ta vie en général? C'est quoi ton niveau d'énergie? Comment est ton sommeil? C'est quoi ton niveau de motivation, etc. Ça arrive souvent que les patients vont se faire dire, ah, ben, tes prises de sang sont belles, c'est dans ta tête, puis eux autres, ils se sentent pas bien. Ben, ça, c'est beaucoup plus efficace comme marqueur de ta santé que de dire, ah, ben, mes prises de sang sont toutes belles, fait que t'es en parfaite santé. Non, pas nécessairement. Tu sais, des prises de sang, c'est vraiment une photo dans le temps d'un processus qui est très dynamique puis qui va varier dans une journée, puis dans une semaine, puis dans un mois, puis dans une année. Tandis que comment vous vous sentez, ben, vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même, là. Vous savez très bien comment vous vous sentez. Ouais, non, mais puis c'est comme tous ces gens on en parlait la dernière fois, du fait que tu mesures tes hormones thyroïdiennes, mais en fait, ça fonctionne pas que comme ça. Et toi, tu sens, tu as tous les marqueurs de l'hypothyroïdie, et on te dit, non, non, tout va bien, madame, rentrez chez vous. Mais non. J'ai regardé la pointe du iceberg est belle, tout est beau. On sait ce qu'il y a en dessous de l'océan. Fait que c'est ça, c'est fiez-vous vraiment à comment vous vous sentez, autant pour savoir comment vous allez là que pour voir votre progression dans le temps. Mais je pense qu'en plus de ça, on n'apprend pas trop à se faire confiance là-dessus, mais que au fond de nous, il y a quelqu'un, enfin, la partie instinct de nous qui sait quand il y a un truc qui va pas. Je sais que c'est pas normal, je sais que j'étais pas comme ça avant, je sais que je suis pas quelqu'un de déprimé, il n'y a pas de raison. Oui, exact. Euh, On a vécu des millions d'années sans médecin, sans système externe. Fait qu'on est capable, si on s'écoute vraiment, de savoir comment on va. ouais. Mais alors, du coup, si on revient, je suis désolée, je reviens à la charge avec la vitamine D, parce que moi, c'est mon sujet en ce moment. Je me dis, bon, je suis en train de passer l'hiver fortement, enfin, je tape dans mon stock, je tape dans mes réserves que j'ai accumulées cet été. Est-ce qu'il y a des moyens de économiser son stock? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des moyens de faire en sorte qu'on use moins ce qu'on a? Je crois que tu avais mentionné le fait que l'exposition au froid, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que... Ben, on ne veut pas vraiment économiser notre stock parce que si notre corps utilise la vitamine D, c'est parce qu'il en a besoin. Fait Ok, qu'on on veut pas l'empêcher de s'en servir. Ce ouais. qu'on peut faire, par contre, c'est optimiser nos réserves durant l'été. Puis peut-être que la seule chose que vous pourriez faire vraiment pour économiser, c'est être en santé. Plus vous avez à combattre d'inflammation, d'infection, plus vous allez passer votre stock de vitamine D rapidement. Ah ouais? Et sinon, mis à part ça, c'est vraiment d'optimiser vos réserves durant l'été. Donc, de sortir le plus possible, d'exposer le plus de peau possible en la préparant comme il faut, en faisant une exposition intelligente. Ensuite de ça, il y a certains produits que vous pouvez consommer qui vont en contenir, comme exemple des œufs de poisson, c'est vraiment riche en vitamine D. Hmm. La plupart des gras animaux vont en contenir. Dans les œufs, si c'est des poules qui ont été élevées en liberté, ça va en contenir. Fait qu'il y a moyen d'aller en chercher un petit peu de façon naturelle dans des aliments. C'est pas considéré comme un supplément, puisque l'animal a lui-même produit cette vitamine D-là. Bah oui. Sinon, éviter d'être dans des environnements où les champs électromagnétiques sont vraiment élevés, parce que ça empêche à la limite votre capacité de produire de la vitamine D. Fait que de mettre ces éléments-là en place, c'est pas mal la meilleure façon d'optimiser vos stocks. Mais D'accord. économiser, pas vraiment, c'est plus de rentabiliser ce que vous avez durant l'été. Puis, tu sais, c'est fait en sorte pour que nos journées durent plus longtemps durant l'été, les gens qui restent plus loin de l'équateur. Fait que la période de temps dans la journée où on est exposé au UVB durant l'été est plus importante. Fait que ça nous permet de contrebalancer ce qu'on n'a pas durant l'hiver. Mm, Fait que la nature est bien faite à ce point de vue-là. Il faut juste s'assurer de s'en servir adéquatement. Je parlais de ça avec une fille en coaching dont je lui expliquais que justement, il fallait qu'elle passe.
l'été, puisqu'elle avait des vacances, fallait qu'elle passe, si elle pouvait, le plus clair de son temps dehors, et que les activités qui peuvent être faites dehors, il n'y a aucune raison de les faire à l'intérieur. Et elle me disait, en fait, j'ai envie de t'écouter et j'ai envie de croire à ça, mais en même temps, je trouve que les gens, par exemple les ouvriers ou les gens qui sont vraiment souvent dehors ou quoi, bah, ils ont la peau abîmée, on dirait qu'ils sont en mauvaise santé. Et qu'est-ce qu'on peut répondre aux gens qui disent ça comme objection? Ben, encore une fois, ça vient souvent avec le manque de préparation de la peau. Donc, quelqu'un qui prépare pas sa peau avec les infrarouges tôt le matin, s'il fait juste s'exposer à l'heure du midi, oui, effectivement, que les rayons UV vont venir endommager la peau à la longue. Surtout si, dans le fond, les rayons infrarouges, le matin, ils préparent la peau. Après ça, il y a les rayons UV qui apparaissent. Puis une fois que les rayons UV disparaissent, il reste encore les rayons infrarouges. Puis à ce moment-là de la journée, tard le soir, vont réparer les dommages qui ont été faits par Hmm. les rayons UV. Mais si vous cherchez des photos du docteur Weston A. Price, qui est un dentiste qui, dans le début des années 1900, il a fait le tour du monde pour aller étudier la dentition des tribus indigènes, ben, vous pouvez trouver encore des photos en noir et blanc sur Internet de monsieur de 75-80 ans qui ont les dents blanches parfaites, sont ses abdominaux, ils ont une belle peau, puis ils sont super, ils sont pleins de vitalité. Ouais. Donc, tu sais, l'image qu'on se fait un peu du soleil puis n'est pas tellement valable. Là où les gens souvent vont avoir beaucoup la peau abîmée, c'est les camionneurs à cause de la vitre Ouais. dans leur camion. Souvent, le côté du visage va être plus abîmé Hmm. parce que ça ne laisse pas passer les infrarouges, mais ça laisse passer une partie des UVA. Puis cette combinaison-là, pas d'infrarouges puis des UVA, c'est vrai que ça va abîmer la peau. Non, Abîmer mais de la peau. toute façon, enfin moi, c'est ce que j'avais répondu, c'est que en fait, tu vois qu'une partie, tu sais pas ce que cette personne elle fait dans la vie de tous les jours. Est-ce que son alimentation elle est très inflammatoire à côté de ça? Je sais pas. Est-ce qu'elle fume, est-ce qu'elle boit, est-ce qu'elle fait plein de trucs qui peuvent en combinaison de prendre beaucoup d'UV et sans préparer sa peau justement. En fait, il y a des mélanges qui sont qui Oui, fonctionnent pas quoi. absolument. Puis, il faut garder en tête que tous vos membranes cellulaires, dont celle de la peau, sont constituées de gras. Puis du gras qui est, exemple du gras trans ou des gras polyinsaturés comme des oméga-6, une fois exposés aux rayons UV, ils vont effectivement devenir abîmés puis ils vont être nocifs pour votre santé interne, mais aussi vont donner une apparence de la peau beaucoup plus âgée, beaucoup plus abîmée. Mais si vous mangez bien, puisqu'à l'intérieur de vous, c'est déjà en top santé, ben, ça n'aura pas cet effet-là. Fait que la combinaison de ce que vous mangez, puis la préparation de votre peau, puis votre environnement au niveau soleil, c'est vraiment important. Et si vous travaillez souvent à l'intérieur, en dessous d'un néon, ben, un néon, ça va être un pic de lumière bleue. La lumière bleue, c'est très stimulant pour la peau. Ça fait une réplication cellulaire au niveau de la peau, donc ça fait un vieillissement avancé de la peau. Fait que souvent, les gens qui travaillent en dessous de néon toute la semaine, 40 heures par semaine, ben, ils abîment leur peau. Puis là, ben, la fin de semaine, ils sortent de 11 heures à 2 heures pour aller se baigner. Ben là, c'est une combinaison de peau déjà âgée, plus uniquement des UV, pas de préparation de peau. C'est sûr que c'est pas une formule gagnante. Mais ça me parle ce que tu me dis parce que moi j'ai pendant longtemps eu la peau très très pâle, enfin un peu comme tu vois là, tu vois, mais en fait sortant jamais. Je pense que ma peau, elle s'est peut-être affinée ou affaiblie ou machin. Et j'arrivais à avoir des taches des taches qu'on appelle taches de soleil, alors que je ne sortais jamais, ou alors très rarement. Alors que cette année, ben, je me suis beaucoup exposée. En été, j'ai eu un bronzage, etc. Mais j'ai pas développé des taches qu'on appelle de soleil, alors que paradoxalement, je suis beaucoup allée, quoi. Ouais, puis c'est pas une faiblesse de ta peau de blanchir, c'est juste que plus la peau est blanche, plus elle va absorber les rayons UV rapidement pour créer de la vitamine D. Fait que c'est un mécanisme du corps pour faire en Mhm. sorte que, avec le peau, parce qu'habituellement, quelqu'un qui est très pâle vit dans un environnement où il n'y a pas de rayons UVB ou très peu durant l'année, comme dans les pays scandinaves, exemple. Souvent, les gens ont la peau plus pâle, mais Oui, ça leur permet de maximiser le temps de l'année où ils ont des rayons UVB. À oui, l'inverse, les gens qui ont la peau très noire vivent dans des endroits ou viennent ancestralement d'endroits où les rayons UVB sont très forts pratiquement toute l'année. Puis là, à l'inverse, il faut que la peau protège certaines molécules comme l'acide folique qui est importante pour le développement de nos cellules puis notre ADN. Fait que quand ça noircit, c'est pour protéger de l'excès d'UV.
Puis quand Ouais. ça blanchit, ben, c'est pour maximiser ce qu'on est capable d'aller chercher. C'est pour ça qu'on ne peut pas, dans tous les cas, développer de toxicité à la vitamine D en s'exposant trop, parce que la peau va faire ce qu'il faut pour réguler, quoi. Exactement. Et j'ai une autre question qui me vient par rapport aux UV. C'est que, alors, corrige-moi, parce que si ça se trouve, ce que je vais te dire est faux, mais j'avais entendu qu'on pouvait structurer son eau en la mettant au soleil. Mais Mhm. dans ce que j'avais entendu, c'était pas dit si c'était des UVA qu'il fallait, des UVB ou juste la lumière du soleil. Et est-ce que ça a vraiment un intérêt? Enfin, La définition de eau structurée est utilisée un peu à tort et à travers dans le monde de la santé aujourd'hui, là. Puis il y a pas de définition précise. hmm, Fait que si tu regardes dans la recherche, habituellement, quand on parle d'eau structurée, en anglais, on va parler de easy water, donc EZ pour exclusion zone, donc zone d'exclusion de l'eau, qui est une quatrième phase de l'eau. Donc, on a liquide, solide, gazeuse, puis maintenant, on a easy water. En français, souvent, c'est eau structurée ou eau vivante ou eau hexagonale qui est utilisée. ok. Ce type d'eau-là, pour se former, doit être adjacent à ce qu'on appelle une membrane hydrophile, quelque chose qui aime l'eau, comme toutes nos cellules, par exemple. Donc, quand l'eau à l'intérieur de nos cellules est exposée au soleil, ben, il y a une bonne partie de l'eau à l'intérieur de nos cellules qui va se transformer en eau structurée ou en eau hexagonale. Puis, eau structurée, pourquoi on l'appelle comme ça? C'est que la formule chimique de l'eau qu'on connaît, c'est H2O. Ouais. Formule chimique de l'eau structurée ou l'eau hexagonale, c'est H3O2. Donc, c'est pas la même structure chimique, ça n'a pas les mêmes propriétés. Puis ça forme vraiment un petit hexagone, un peu comme une ruche d'abeille si on veut. Hmm, Puis ce type d'eau-là permet d'exclure tout ce qui est plus gros qu'un électron. Puis le résultat final, c'est un eau qui a une charge négative. Donc, ça fait vraiment une batterie à l'intérieur de vos cellules. ah, Mais pour être capable de créer ça, ça prend une membrane hydrophile comme nos cellules à nous ou comme certains types de matériaux très spécifiques en recherche, mais un verre ou une carafe en plastique ou en verre n'est pas une membrane hydrophile. Donc, si vous mettrez une carafe d'eau dehors au soleil, selon cette définition-là de l'eau structurée, non, ça ne deviendra pas de l'eau structurée. d'accord. Ok. Par contre, comme on sait que l'eau est capable d'emmagasiner des fréquences et de l'information, est-ce que ça veut dire que ça va servir à rien? Pas nécessairement. Mais ça ne fera pas de l'eau structurée comme ce qu'il y a dans votre corps. Si vous voulez en faire, faites juste sortir dehors puis exposez-vous au soleil. Votre corps va faire la job, puis il n'y a pas de chance qu'un oiseau vienne faire ses fientes dans votre eau. Ouais, Puis, non. tantôt, tu disais, je ne sais pas si c'est les rayons UV ou infrarouges, si on expose de l'eau structurée à des rayons infrarouges comme il y a dans le soleil, par exemple, ben la quantité d'eau structurée va grandir, va augmenter. Fait que c'est pour ça souvent que les gens y associent eau et soleil ensemble, mais il faut vraiment que ce soit quelque chose qui est contenu dans une membrane hydrophile comme Ok. vos cellules. Hmm. Et j'y pense par association d'idées parce que tu as parlé d'infrarouge, mais c'est une question qu'on m'avait posée. Les infrarouges, il y en a quand dans la journée? Toute la journée. C'est, dépendamment du papier de recherche que vous allez lire, c'est à environ 42 à 48 du spectre solaire toute la journée. Ok, ok. C'est juste Euh, que tôt le matin puis tard le soir, il n'y a pas rayon UV, fait que c'est rayon infrarouge comme isolé, puis ça permet de préparer votre peau au rayon UV. Fait que c'est mieux de sortir matin et soir pour avoir accès à ça, mais ils sont présents toute la journée. ouais. Ah oui, et justement, ils sont là pour mitiger un peu, équilibrer l'effet des uns Pour et des venir autres, quoi. balancer le spectre solaire exact. Hmm. Et j'ai une dernière question que je voulais te poser, mais bon, peut-être qu'elle est trop personnelle, mais euh, est-ce que toi, tu as une routine particulière qui te semble le minimum qu'il faut que tu fasses dans ta journée question lumière pour que tu sois en bonne santé, en fait? Si on y va au minimum, les deux moments clés, comme non discutables, c'est sortir dehors le matin pour aller voir le lever du soleil. Si vous n'êtes pas au lever du soleil pile, c'est pas grave. Puis si vous ne voyez pas non plus le soleil directement, c'est pas grave, en autant qu'il n'y ait rien entre votre œil et le ciel. Fait que sortir dehors le matin, dans mon cas, c'est non discutable. Puis l'autre moment, c'est filtrer la lumière artificielle le soir. Fait que si vous voulez vraiment faire le minimum pour le maximum de résultats, c'est ces deux choses-là.
on s'expose le matin, puis on filtre le soir. Après ça, moi, personnellement, j'ai d'autres étapes. J'essaie de Oui. prendre des pauses solaires le plus souvent, un peu comme une pause cigarette, où plusieurs fois par jour, je sors dehors pour aller voir le soleil. Moi, je suis chanceux, j'ai pas besoin de porter des lunettes correctives. Donc, je peux juste sortir dehors, puis mon œil est exposé. Euh, j'ai quelques lumières rouges et infrarouges que je peux mettre dans mon environnement, puisque les fenêtres de ma maison ou de mon bureau vont filtrer les rayons infrarouges, ben, ça me permet de rajouter dans mon environnement ce que j'ai pas. Quand c'est l'été, printemps, puis même là, je le fais encore un peu, j'ouvre la fenêtre, ça me permet d'avoir ce que la fenêtre va filtrer. Mais quand c'est l'hiver à -30 puis qu'il y a un gros vent, je n'ouvre pas ma fenêtre ou quand je suis dans un édifice où ça ne peut pas se faire, je mets ces lampes-là dans mon environnement pour justement compléter mon spectre lumineux. Mais donc, mais là, c'est pas. Quand tu parles de ces lampes rouges, là, on parle plus de lampes qui font de la thérapie à la lumière rouge. C'est juste. Enfin, si, peut-être. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est le genre de lampe style IMR Tech euh, ou est-ce que c'est un truc plus simple que tu vas mettre? Mais dans le fond, les lampes de IMRTech peuvent fonctionner parce il y a des longueurs d'onde infrarouges dedans. Donc, c'est des allumés dans votre environnement. Souvent, les gens les achètent plus pour faire de la photo-biomodulation, donc vraiment les mettre comme proche du visage ou d'une zone du corps pendant comme 15-20 minutes. Mais il y a moyen de les mettre comme plus loin juste pour remplir l'environnement de lumière rouge infrarouge. C'est aussi possible d'avoir des globes plus de type incandescent, parce que les autres émettent quand même une bonne partie d'infrarouge, au lieu d'avoir des globes d'ailes, d'avoir des globes Mais incandescents. c'est interdit chez nous, les ampoules Ben, incandescentes. c'est interdit la vente. Alors, si c'est comme au Canada, c'est interdit la vente Oui. pour illuminer une maison, mais c'est encore permis pour décoration. Donc, Ah, si vous arrivez à en trouver, c'est qui sont vendus sous un angle de plus décoratif, souvent ça va avoir une couleur plus comme ambrée, ben ça peut faire le travail quand même. et en plus, ça coûte rien du tout. Enfin, moi, j'avais trouvé un site où il y en avait, c'était 90 centimes l'ampoule. Mhm. Exact. Et tu sais, je comprends pourquoi ils ont passé cette loi-là, c'est plus économique pour l'environnement, etc. Mais si on regarde le bienfait qu'on perd en n'ayant plus d'infrarouge du tout dans notre environnement, je pense qu'au niveau santé, ça ne vaut pas la peine. Fait que si vous êtes capable d'en avoir au moins un, avoir au moins une source d'infrarouge dans votre environnement, c'est déjà un must. Toi, par exemple, dans une journée, ta lampe, tu vas l'allumer combien de temps juste pour compléter ton apport en infrarouge? Du moment que je suis en dedans. D'accord. Du moment que je suis à l'intérieur et que je ne peux pas ouvrir une fenêtre. Ok, intéressant. Intéressant. Tu m'as dit la dernière fois que tu utilisais une lampe Sperti. Mhm. Parce que bah, c'est un peu la seule façon de. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que les lumières rouges. Non, les lumières rouges, ça donne pas de vitamine D. Par définition, tout ce qu'on vient d'expliquer, c'est pas possible. Mais il y a des lampes qui font ça. Et est-ce qu'il y a des conditions pour utiliser ça? Est-ce que tout le monde peut utiliser ça? Est-ce que c'est risqué? Est-ce que c'est Ben, controversé? Enfin, c'est risqué, oui, parce que c'est des globes UV. Donc, quelqu'un qui l'utilise mal pourrait se brûler la peau. Fait que oui, ça peut être dangereux. Je sais pas en Europe, mais au Canada puis aux États-Unis, c'est considéré comme un appareil médical. Fait que je peux pas te donner des conseils sur comment traiter quoi que ce soit ou de conseils médicaux, mais mhm. pour les gens qui ont très peu accès au soleil ou qui vivent dans des climats très nordiques, pour optimiser leur production de vitamine D, ça peut être une idée. Dans un monde idéal, par contre, je combinerais ça avec une lampe infrarouge pour que, en même temps d'utiliser l'aspertie, j'utiliserais les lampes infrarouges pour venir faire un spectre plus complet que uniquement des Et, UV ok. isolés. Pour que l'œil il n'ait pas l'impression qu'il comprend rien. La peau aussi. La peau. Parce que Ouais. j'avais cru comprendre qu'on utilisait ça que quelques minutes en fait. Oui, exact. Tu sais, c'est vraiment du concentré du VB. Fait que souvent, je pense que c'est même recommandé de commencer avec des doses de 1 minute, 2 à 3 fois par semaine, Hmm. puis graduellement d'augmenter le dosage. Ok, ok. Bon, moi j'avais regardé, mais c'était très 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 cher. Et je me disais, bon, je vais d'abord travailler mes UVB l'été, hein. Mais honnêtement, si tu t'exposes relativement souvent l'été, tu n'es pas supposé en avoir de besoin l'hiver. Ben, moi, c'est pour ça que j'ai voulu avoir un appartement avec un jardin, hein. C'est pour pouvoir essayer d'y travailler moi-même. Excellente idée. Mais c'est vrai que bah, nous, en France, on a la chance que toi, t'as pas, là où tu habites, il y a des
personnes qui peuvent vraiment pas. Il y a des injustices, entre guillemets. J'ai l'impression que ceux qui sont. Plus t'es près de l'équateur, plus c'est facile à gérer cette affaire, quoi. Absolument. Et j'ai un truc que je voulais te demander, parce que je me suis demandé si c'est moi qui inventais ou si c'était. En fait, cette année, il m'est arrivé d'aller travailler et j'avais oublié mes lunettes. Et du coup, j'ai travaillé de 7h à 14h. Donc c'est en soi pas très long, mais dans le magasin où je travaillais avant, c'est-à-dire que j'étais tout à fait habituée avant à travailler sans mes lunettes, mais là, je me suis habituée avec les lunettes pendant un an, et d'un coup, j'y vais, je travaille toute la matinée sans les mettre. Et à la fin de la matinée, donc à 14h quand je suis sortie, j'avais vraiment mal derrière les yeux, enfin j'avais comme une pression derrière l'œil, quoi. Je sais pas comment t'expliquer, j'avais l'impression que mon œil, il voulait. Et je me suis demandé si c'était ça, si c'était le fait de pas porter mes lunettes, ou si ça, c'est complètement autre chose et que t'avais jamais entendu parler de ce genre de symptômes. Peut-être qu'il y a un autre facteur qui est venu jouer, mais non, j'en entends vraiment souvent parler. Euh, Nos lumières artificielles sont vraiment riches en lumière bleue. L'intensité lumineuse est vraiment présente, c'est vraiment fort. Donc, il faut que ta pupille contracte plus pour limiter la quantité de lumière qui se rend jusqu'à ton œil. Si tu es habitué de porter tes lunettes, ben, ta pupille a moins besoin de contracter parce que déjà, la lunette vient filtrer une partie de l'excès. Tu as des tout petits muscles qu'on appelle les muscles extraoculaires, comme derrière l'œil, derrière l'os de l'orbite de l'œil, qui viennent justement bouger les yeux. Puis tu as aussi des petits muscles qu'on appelle les muscles ciliés qui viennent fermer ou ouvrir la pupille. Donc, plus tu dois fermer la pupille longtemps, ben là, tu gardes ces petits muscles-là en tension, puis à la longue, ils peuvent spasmer. Puis ça va causer l'espèce de pression que tu ressens, justement. Ça va être une espèce d'irritation nerveuse que tu vas sentir. Ok, ok. Effectivement, ça s'est dissipé au bout d'un moment, mais bon, bah du coup, j'ai pas oublié mes lunettes le lendemain. J'ai peut-être Un trouvé beau ça très rappel. désagréable. Et c'est comme on disait tout à l'heure, là, ça m'a frappé parce que j'étais plus habituée, mais peut-être que dans le fond, pendant les 8 autres années où j'ai travaillé là, je me suis habituée à un degré d'inconfort au niveau de l'œil qui était devenu ma normalité. Et donc, voilà Ouais, quoi. probablement, oui. Mm, Pour revenir sur, parce que du coup, j'ai dit, j'ai digressé, pour revenir sur ta routine à toi personnelle, je sais pas comment dire, est-ce que tu as un repère de temps où tu te dis, tiens, si aujourd'hui, par exemple, j'ai passé moins de 2 heures dehors, probablement que je vais y avoir un petit manque en termes de photons ou de lumière ou de trucs. Enfin, est-ce que tu as ce genre de repère ou c'est plus de l'ordre de, bah, est-ce que je suis sortie une fois à chaque moment clé? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est une bonne question. Oui, j'ai comme une certaine période minimum. Les périodes dedans où ce que je travaille vraiment beaucoup, j'essaie que ce soit un minimum 1 heure. Plus je suis capable de sortir, mieux c'est. Je te dirais qu'en bas de 2 heures, moi j'ai un anneau Oura qui mesure comme mon sommeil, mes différentes phases de sommeil. Puis la grosse différence semble être quand j'ai au moins 2 heures durant la journée, c'est là que c'est vraiment optimal. Hmm. 2 heures étant mon objectif minimum, des fois j'arrive pas à l'atteindre, mais c'est mon objectif minimum. Plus je vais avoir passé de temps dans des environnements qui sont riches en champs électromagnétiques, riche, c'est peut-être pas le bon terme, là, mais des champs électromagnétiques Chargé. qui sont vraiment intenses, Chargé. ou devant des écrans à travailler plusieurs heures, plus je vais essayer d'en avoir pour venir comme compenser un peu les effets négatifs. Hmm. Mais 1 heure, c'est pas mal mon minimum. Ben, tu vois, c'est vachement intéressant parce que moi, j'ai remarqué que pareil, en fait, euh, à 2 heures, je commence à être bien. Enfin, ça va bien se passer pour moi. 1 heure, ça va me faire un peu juste. Surtout que bah, le reste du temps chez moi, je travaille quand même beaucoup derrière mon ordinateur. Je pensais pas, moi, à mettre des infrarouges, des trucs comme ça. Et j'avais remarqué que voilà, autour d'1 heure et demie, 2 heures, je commençais à être bien. Ah, c'est pas mal ça pour moi aussi. Mais pareil, en fait, j'ai l'impression que c'est pas la même chose d'avoir 2 heures en un bloc que d'avoir une demi-heure au lever de soleil, 1 heure à midi, une demi-heure le soir, par exemple. Parce que. Non, effectivement, parce que là, tu as 3 moments où ce que tu viens vraiment te synchroniser avec le soleil. Puis plus tu en as, mieux tu vas aller.
Et c'est vrai que plus ton environnement est chargé en écran, en trucs stressants, plus dans le fond, t'as besoin du contrepoids, quoi. C'est difficile parce que souvent les gens qui sont vraiment où il y a beaucoup d'écran, c'est les gens qui vont moins sortir aussi. Mais oui, ou c'est les gens qui vont avoir le plus de temps à atteindre un endroit où il y en a moins. C'est-à-dire que, enfin, je veux dire, moi, je peux sortir dans mon jardin, mais on est d'accord, c'est un jardin en ville. Donc, c'est pas de la vraie nature, c'est juste que j'ai accès à la lumière, mais je suis encore bombardée de- des ondes de tout le monde. Donc, la personne qui est en plein milieu d'une tour en train de travailler, bon, si elle veut aller se recharger dans un endroit où il y en a moins, il faudrait marcher, sortir de la Ouais, ville. un petit bout quand même. Donc, mais bon, rien que sortir, ça fait déjà des effets. Donc, Oui, absolument. Absolument. les fameuses pauses clope, lumière. Et tu sais, faut le voir aussi qu'une fois que la routine est installée, une fois que vous êtes habitué de sortir dehors, au moins le matin, le midi puis le soir, si vous avez vos lunettes en plus, tu sais, c'est une routine qui est présente. Les lunettes, vous les achetez une fois, c'est pas quelque chose que vous avez besoin de prendre 50 fois par jour, c'est pas Zéro quelque chose que vous avez contrainte. besoin d'acheter à chaque mois. Mais c'est Puis, ça. Mm. une fois que vous allez l'avoir mis en place, vous allez voir à quel point tout le reste dans votre vie va être plus facile. Fait que je peux comprendre qu'au début, ça prend un petit coup de pied au derrière pour le mettre en place, mais une fois que c'est là, c'est tellement payant, ça vaut la peine. Et c'est hyper addictif en plus, parce que quand tu l'as pas, quand t'as pas eu ton temps, t'es là genre non, 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 non. Enfin, là, j'ai envie de faire la place pour ce truc-là parce que je sens que j'en ai besoin, quoi. Ouais, puis comme on disait au début, les rayons UV dans l'œil vont créer des endorphines. Donc, la nature nous a fait pour devenir dépendants d'être au soleil. Mais franchement, ça, c'est un truc que je peux presque expérimenter à la minute. C'est-à-dire que quand je sors le matin, des fois, je suis ronchonne ou pas contente de quoi, et je peux sentir à quel moment, au bout de combien de temps, je suis en train de faire mon truc et d'un coup, ah, ça va mieux. Et c'est fou, hein. Si on n'est pas en train de se distraire avec un téléphone ou à parler à quelqu'un ou quoi, et qu'on est juste attentif à ça, on peut le sentir. C'est fou. Absolument. Et alors, j'ai une toute dernière question à te poser. Après, je Vas-y. suis tranquille. C'est quelque chose qui est idiot, mais quand je veux parler aux gens je voudrais leur poser une question, je vais leur dire, c'est quoi ton hygiène de vie lumineuse? Je trouve pas le mot. Je trouve pas comment appeler ça. Tu vois, tout ce dont on parle là, en fait, tout ce que tu peux mettre en place pour te synchroniser à ton rythme circadien, comment on pourrait appeler ça? C'est une bonne question. Je sais même pas s'il y a un terme en anglais pour ça. Mais je pense pas, C'est en fait. souvent les gens ils parlent en anglais de quantum lifestyle, qui inclut justement comme le style de vie lumineux, mais il y a pas vraiment de terme pour décrire ce que tu viens de décrire. Au contraire, je pense que ça va être d'éduquer les gens pour que ça devienne un peu dans la conscience collective de l'hygiène lumineuse, justement. Voilà. Mais c'est une bonne question. J'ai pas de terme en tête. J'ai rien lu qui décrivait un peu ce que tu viens d'expliquer. Non, mais il faut le trouver. Dans les commentaires, ceux qui ont des très bonnes On idées, va l'inventer. je trouve qu'il faut trouver quelque chose en français. Donc, allez-y pour la créativité. En tout cas, Mike, comme la dernière fois, franchement, mais mille merci. Le degré d'apport et d'explication, il est incroyable et on a trop de chance de t'avoir eu comme ressource ici. Donc, vraiment, mille merci. Ouais, merci à toi, ça fait plaisir d'avoir été là. Puis si encore une fois les gens ont des questions, ben on fera une troisième partie, ça va me faire plaisir. Et je vous mets l'adresse de Mike en barre de description. Allez voir ou ses réseaux sociaux si jamais il y en a depuis la dernière fois. Si vous voulez le contacter ou poser une question directement, je vous mets les refs. Merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast et Mike, merci encore et à très bientôt. Merci à toi. Sortez dehors tout le monde. Sucré, vous êtes bien trop brutal.